visto in Belgio. Le document qui pour l'instant a été le plus analysé est une diapositive couleur qui a été prise en avril 1990, en plein milieu de la vague. Et ce document est analysé depuis plusieurs mois par un laboratoire de l'École royale militaire a Bruxelles. Allora, questa è l'immagine che ha fatto più discutere, è ancora soggetto di studio, ed è una diapositiva a colori fatta nell'aprile del 90 e mandata a studiare dall'istituto militare che si occupa del fenomeno. A questo punto potrei aggiungere che se qualcuno in sala ci sarà ancora quando farò la mia esposizione, potrà vedere nel disegno di un testimone che questi colori e questa sagoma è molto simile a un caso avvenuto non lontano da Parma. Alors, ce serait trop long de détailler ici les résultats de cette analyse, d'autant plus que les résultats ne sont pas encore tout à fait connus. Nous sommes... mais voilà par exemple une recherche qui a été faite. On a digitalisé en fait le document photo de manière à pouvoir traiter l'information. Et quand on traite l'image, on fait apparaître alors la forme générale qui n'apparaît pas dans le document précédent. Si je représente le document précédent, la forme est difficile à situer. Ici, la forme apparaît de manière beaucoup plus précise. Et on retrouve, si vous vous souvenez, des tout premiers documents que je présentais lorsque j'évoquais les premières observations du mois de novembre à Eupen, on retrouve exactement la même morphologie, la même structure d'objet, une structure triangulaire avec deux des coins bien coupés ici. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que un certain nombre de bords de cet objet apparaissent nettement sur le document, quasiment partout sauf dans cette zone, alors qu'il y a un bouger important de la part des lumières. Il faut aussi remarquer que ce bouger n'est pas tout à fait le même dans les trois coins de la strutture. Ecco, voi state osservando come dovrebbe lavorare un ufologo serio, e questo è un raro e speriamo sempre più frequente esempio di uno studio condotto come si dovrebbe. In basso state vedendo la descrizione, la ricostruzione grafica data dai testimoni oculari, e in alto invece una delle rare diapositive a colori che sono potute essere scattate. E come vedete, mediante la digitalizzazione computerizzata dell'immagine si riescono a ricavare dei particolari che nell'altra foto, quella precedente, non si riuscivano ad intravedere. In particolare notiamo che i due lati in basso, i due lati del triangolo, appaiono molto netti, mentre non è la stessa cosa per il lato superiore. E possiamo anche notare che ci sono, come nella ricostruzione, questi tre famosi fari molto potenti ai vertici del triangolo e il faro centrale. La luce però, attenzione, che compone il faro non è uniforme, vedete che la digitalizzazione lo dimostra, ma in realtà è una luce composta da vari colori. Alors pour terminer, je vais présenter quelques documents qui évoquent la vague dans ses aspects statistiques. Alors, les principales régions visitées sont effectivement celles qui se trouvent dans toute cette zone. C'est ce que nous appelons en Belgique le sillon Sambre-et-Meuse. C'est en fait une région qui possède les anciens gisements miniers en Belgique. Toute cette zone, il y avait autrefois énormément de charbonnage. C'est aussi la zone la plus dense en population en Belgique. Mais en fait, nous avons des témoignages sur toute la Belgique, également dans le nord de la France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ecco, qui potete vedere il decorso di questa ondata belga che ha soprattutto insistito nella zona centro-meridionale del paese, però estendendosi sia alla Francia che all'Olanda,
e potete osservare come quasi questa specie di ondata sia passata, per così dire, su una zona ben precisa, che è quella che va da Tournai a sinistra fino a Open, passando per Liegi, Namur e Charleroi, e questa corrisponde alla zona più densamente popolata del paese. En ce qui concerne l'évolution dans le temps, la vague a effectivement eu son départ, un départ fulgurant en novembre et décembre 89, et elle a connu toute une série de soubresauts, d'autres pics à différents moments jusqu'au printemps 1991. Nous pensons que les 15 à 16 mois qui sont là correspondent aux principaux moments de la vague, même s'il y a eu encore quelques cas intéressants jusqu'à décembre de 1992. Questa è la distribuzione nel tempo in questi 16 mesi dell'ondata belga. Come vedete si hanno dei picchi che corrispondono alle massime attività di questi oggetti o questi ovni, a cui corrispondono invece dall'altra parte anche dei periodi dove l'assenza di questi ovni è praticamente totale. Questo è a tutto vantaggio della realtà del fenomeno. Cioè non è che la gente si sia abituata a vedere e quindi vedeva anche quando non c'erano, non è così. On peut aussi noter que quand on regarde la durée moyenne des observations sur les quelques centaines de cas qui ont servi à cette statistique, on s'aperçoit qu'il y a finalement énormément d'observations de longue durée. C'est une des caractéristiques aussi de cette vague, c'est que les objets sont restés souvent immobiles à quelques dizaines de mètres de témoins et que les observations ont souvent duré plusieurs minutes. Ecco, in questo grafico possiamo osservare la quantizzazione del tempo di avvistamento di questi oggetti. Possiamo notare per la prima volta, dopo parecchi anni di studi, che si sta incrementando il periodo di visualizzazione dell'oggetto. Infatti vediamo che sono numerosissimi i casi, su 320, del perdurare del fenomeno visibile intorno ai 5 minuti. Questo perché spesso la forma triangolare che abbiamo visto prima si rendeva immobile nel cielo, tant'è che appunto è stato potuto lanciare lo scramble, si dice, cioè l'allertamento delle forze difensive a terra, cosa che, come ricordiamo tutti, negli anni precedenti non si riusciva a fare perché l'oggetto passava talmente veloce che anche se l'allarme veniva dato, una volta in volo un avviaggetto ci mette circa 2 minuti e mezzo a essere in quota di tangenza, e di conseguenza mi fanno dei segni che molto meno sono rimasto indietro, scusa, mi dicono da 1 minuto e mezzo a 2 minuti per arrivare in quota, quindi una volta arrivato in quota l'oggetto era già scomparso. Invece qui sono stati molto più fortunati. Alors une donnée qui est évidemment peut-être plus difficile à contrôler parce que l'estimation des dimensions et l'estimation des distances, ce sont des paramètres qui sont difficilement contrôlables chez les témoins, mais on s'aperçoit aussi que la plupart du temps les témoins décrivent des objets comme étant relativement proches. Ce sont des objets qui pourraient se trouver à quelques dizaines de mètres, tout au plus de 100 ou 300 mètres. Questo diagramma possiamo osservare la frequenza della distanza tra il testimone oculare e la presunta, meglio diciamo, distanza tra il testimone oculare e l'avvenimento, l'oggetto stesso. Come vedete questa frequenza dà dei valori abbastanza vicini, diciamo, non sono vicinissimi, ma insomma sono inferiori, se vedo bene di traverso, a 1 chilometro. Alors la dernière étude que nous avons entreprise et qui est toujours en cours pour le moment rejoint des questions qui ont été un peu abordées tantôt par d'autres, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure l'information transmise par la presse a pu influencer le volume des témoignages et les différents cas qui nous ont été signalés. Alors sur le document qui est là, nous avons en fait comparé 3 données. En rouge, il y a le nombre de cas OVNI, c'est donc le nombre de cas qui restent non expliqués. Nous avons éliminé tout ce qui a reçu une explication
soit par mépris, soit par mystification ou autre. En jaune, c'est une information qui est liée au volume des articles qui ont été publiés. C'est en fait le nombre de lignes, pour revenir de l'ampleur de la matière qui a été publiée. On a ici le nombre de lignes qui ont été publiées dans les différents quotidiens belges aux différentes dates indiquées. Et en mauve, ici, nous avons également noté le nombre d'appels téléphoniques que nous recevions chaque jour. Donc nous comparons trois informations: le volume des articles publiés dans la presse en jaune, le nombre de cas tels qu'ils restent après investigation, ça c'est en rouge, et en mauve le nombre d'appels téléphoniques reçus chaque jour. Ecco, qui vediamo schematizzata una curiosa diciamo, miscellanea di dati. Per ogni giorno sono stati comparati con 3 colori diversi i casi che sono rimasti insoluti, cioè di presunti ovni, nonostante gli addetti abbiano tolto quei casi che era possibile identificare con oggetti IFO oppure meteorologici, eccetera. In giallo invece vediamo il numero in linee, ma comunque possiamo dire la massa di informazione che i giornali e gli altri media nello stesso giorno davano alla gente, le informazioni, la massa di informazioni, il volume di informazioni che veniva dato per giorno. E in viola invece vediamo le chiamate telefoniche alla SOBEPS sempre sullo stesso motivo. Alors, de tels résultats sont évidemment très difficiles à analyser. Ici, ce sont les données brutes pour le mois de décembre 89, c'est le premier mois de la vague. Il est très difficile de voir qui influence quoi. Il faudrait être beaucoup plus précis dans l'analyse. Si on regarde par exemple le mois suivant, le deuxième mois de la vague, qui est le mois de janvier 1990, on s'aperçoit par exemple qu'il y a eu ici, au tout début du mois, une forte poussée d'articles. Il y a eu pendant 2 jours plusieurs articles qui sont sortis dans les quotidiens belges. Ça n'a pas forcément été suivi immédiatement de témoignages. Ces témoignages sont seulement apparus un peu plus tard dans le mois. Et il est très difficile d'établir pour l'instant, en tout cas on a cet objectif-là, mais ce n'est pas simple à établir, la corrélation entre ces 3 types d'informations. Nessuno dice che nel diagramma precedente, che si riferiva al primo mese dell'ondata, non era molto facile stabilire se c'era e comunque in che percentuale c'era l'influenza reciproca tra i casi, meglio, il volume di informazione dato dalla stampa e le chiamate telefoniche